Il existe une culture qui enfreint toutes les règles de l'agriculture moderne. Elle produit le double d'une récolte de pommes de terre. Elle survit au froid, qui tue le blé. Et une fois plantée, vous n'avez plus jamais besoin d'acheter de graines. Elle se replante d'elle-même pour toujours. Pendant des milliers d'années, elle a été l'assurance ultime contre la famine. Puis nous l'avons effacée. Nous n'avons pas cessé de la cultiver parce qu'elle a échoué. Nous avons cessé de la cultiver parce qu'elle était trop fructueuse. Une culture qui pousse sans permission, qui nourrit sans coût et qui se propage comme une traînée de poudre ne peut être possédée. Et ce qui ne peut être possédé ne peut être vendu. C'est l'histoire de la plante vivace qui a survécu aux empires, à 2 guerres mondiales et qui attend toujours sous vos pieds. Bienvenue à Nature Lost Vault. Avant d'ouvrir ce coffre, si ces histoires vous importent, la meilleure façon de préserver cette sagesse est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. Les archives s'ouvrent le long des côtes orientales de l'Amérique du Nord en 1605. Un explorateur français nommé Samuel de Champlain débarque sur la côte de ce qui allait devenir le Massachusetts. Le peuple algonquin l'accueille avec un festin. Parmi les plats se trouve une racine noueuse qu'ils appellent Kaishuk Panak, la racine du soleil. Champlain la goûte. Il écrit dans son journal qu'elle rivalise avec l'artichaut d'Europe. Il remplit la cale de son navire de tubercules et repart en France. C'est le topinambour, Helianthus tuberosus, la racine de tournesol vivace, originaire des grands lacs et des forêts de l'Est. Bien avant l'arrivée de Champlain, les tribus amérindiennes connaissaient son secret. Les Iroquois racontaient une histoire. Lorsque la femme de la terre mourut en donnant naissance à des fils jumeaux, Jeune Pousse et Silex, les premiers topinambours poussèrent de ses pieds. Une culture née du sacrifice. La plante domine un homme de 2,4 à 3 mètres de haut, couronné de tournesols jaunes qui suivent le soleil. Mais le trésor est invisible, enfoui sous la terre. Des tubercules noueux, blancs, violets, dorés, stockant la douceur sous forme d'inuline et non d'amidon. Des tribus de l'Atlantique aux grandes plaines l'ont planté une fois et récolté pour toujours. Il s'est propagé par des rhizomes souterrains, comme un réseau de veines sous la terre. Une seule parcelle nourrissait un village pendant des générations. En 1805, Lewis et Clark faillirent à mourir de faim en traversant les Dakotas. Sacagawea les a sauvés. Elle a trouvé des caches de souris, des milliers de topinambours récoltés sous terre pour l'hiver. Elle les a déterrés, rôtis au feu, et a nourri l'expédition. Les tubercules pouvaient être mangés crus, croquants comme des châtaignes d'eau, ou bouillis jusqu'à devenir tendres. Ils pouvaient être séchés en farine qui durait tout l'hiver. Ils survivaient au gel, attendant dans le sol, prêts à tout moment où la faim se ferait sentir. Le rendement était stupéfiant. Une seule plante produit 1,3 à 2,7 kg. Un acre produit plus de nourriture que le blé et plus de nourriture que le maïs dans les climatrophes froids. Des études des siècles plus tard le prouveraient. 64 000 par acre sans une seule goutte d'irrigation. Les pommes de terre, même dans des conditions parfaites, produisaient 53 000 avec irrigation. C'était la survie même, pas le luxe. C'était le fondement. Lorsque Champlain a transporté les topinambours en France, en 1605, l'Europe mourait de faim. Les sols étaient épuisés et les famines frappaient toutes les quelques années. La pomme de terre était crainte. Les gens croyaient qu'elle causait la lèpre. Mais le topinambour s'est répandu comme une salvation. Les Français l'appelaient topinambour. Les Italiens l'appelaient girasole, tournesol. Il nourrissait les paysans, le bétail et même les rois. Pas d'engrais, pas de soins. Planter un tubercule au printemps et récolter à l'automne. Laisser des fragments dans le sol et l'année suivante, une récolte complète apparaît d'elle-même. Des essais universitaires des siècles plus tard ont confirmé ce que les agriculteurs savaient. Le topinambour produisait 30 000 par acre. La pomme de terre produisait 20 000 en calories. Les topinambours rivalisaient avec le maïs, le grain le plus important au monde. Mais des fissures sont apparues. Les tubercules étaient petits, noueux et irréguliers, difficiles à nettoyer et difficiles à récolter à la machine. Ils se gâtaient plus vite que les pommes de terre et ne pouvaient
pas rester des mois dans des entrepôts. Et l'inuline provoquait des gaz chez les personnes qui n'y étaient pas habituées. Au milieu du XVIIIe siècle, la pomme de terre a gagné. Plus grosse, plus lisse, plus facile à stocker. Elle s'adaptait au système que l'Europe avait construit. Entrepôts, marchés, percepteurs d'impôts. Le topinambour est tombé, réduit à la nourriture des pauvres et à l'alimentation animale, une culture pour ceux qui n'avaient rien de mieux. En Amérique du Nord, les colons l'appelaient une mauvaise herbe. Ils préféraient les cultures européennes, le blé et les pommes de terre, des cultures qui nécessitaient l'achat de semences chaque année, des cultures qui pouvaient être contrôlées, taxées et vendues. Le topinambour a survécu dans les fossés, les bords de route, les coins oubliés. Mais il n'était plus cultivé, plus valorisé, juste en attente. Puis la guerre est arrivée. La Première Guerre mondiale. L'Allemagne était étranglée par un blocus allié. L'hiver 1916 est devenu connu sous le nom d'hiver des navets. Les gens mangeaient des rutabagas destinés au bétail parce que les pommes de terre avaient manqué. Des milliers sont morts. Les topinambours ont sauvé certains, poussant à l'état sauvage dans des champs oubliés. Ils ne pouvaient pas être bloqués. Ils ne pouvaient pas être saisis. Ils attendaient simplement sous terre, des mains désespérées. Mais la Seconde Guerre mondiale fut pire. En France, en 1940, les forces nazies saisirent 80% de toute la nourriture. Les pommes de terre étaient envoyées aux soldats allemands. Ce qui restait pour les familles françaises, c'était des restes, des topinambours, des rutabagas, des légumes autrefois donnés aux cochons. Pendant 9 ans, des millions de personnes ont survécu grâce à cela. Les gens le méprisaient, les tubercules étaient petits et difficiles à nettoyer. Mangés tous les jours, ils causaient de terribles gaz. Pourtant, ils ont maintenu les enfants en vie, quand tout le reste avait disparu. Le plan de famine nazi saisissait la nourriture des terres occupées, pendant que des millions mouraient de faim. Mais les topinambours ne pouvaient pas être contrôlés. Ils étaient trop rustiques, trop sauvages. Ils poussaient simplement. Aux Pays-Bas, l'hiver 1944 est devenu l'hiver de la faim. 22 000 personnes sont mortes de faim. Le gouvernement a publié des livres de cuisine d'urgence qui répertoriaient les plantes sauvages, les bulbes de tulipes et les topinambours. Des familles ont creusé la terre gelée à main nue à la recherche de tubercules. Après la libération, les survivants ont refusé d'en manger. Toute une génération a associé le topinambour à la mort, à l'occupation, aux pires années que l'humanité ait connues. En France, les grands-parents qui avaient survécu ne le permettaient pas sur leur table. Plus jamais. Le légume qui a sauvé des millions est devenu un symbole de souffrance. Il a disparu des marchés, des livres de cuisine, de la mémoire. Mais la guerre n'a pas pu changer ce qu'étaient les topinambours. 73 calories pour 100 grammes, 2 grammes de protéines, 429 mg de potassium, plus que les bananes. Fer, cuivre, magnésium, vitamine B inondant chaque cellule. Le véritable pouvoir est l'inuline, 50 à 60% en poids, l'une des sources les plus riches de la Terre. L'inuline traverse votre estomac sans être digérée et atteint votre côlon intact. Les bactéries bénéfiques, en particulier les bifidobactéries, s'en régalent. Elles se multiplient et produisent des acides gras à chaîne courte. Ceux-ci abaissent le pH, bloquent les agents pathogènes et aident à absorber le calcium et le magnésium, qui autrement passeraient. Des études ont montré qu'il réduit la constipation et renforce la fonction immunitaire. Il pourrait arrêter certains cancers avant qu'ils ne commencent. Les pommes de terre font grimper le taux de sucre dans le sang. Les topinambours, non. L'inuline se convertit lentement en fructose. Dans les années 1980, des diabétiques ont écrit des lettres affirmant qu'ils mangeaient des topinambours quotidiennement et que leurs besoins en insuline avaient diminué de moitié. Médecine populaire validée par la science. Et la plante répare la terre. Elle est vivace, ne nécessitant aucun labour et ne provoquant aucune érosion. Ses racines profondes fissurent les sols compactés. Elle tolère la sécheresse, les sols pauvres et le froid jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Là où les cultures annuelles meurent, les topinambours prospèrent. Ils étaient conçus pour le chaos,
Dans les années 1960 en Californie, une grossiste en produits agricoles nommée Freda Kaplan a regardé des tubercules noueux prendre la poussière. Le nom le tuait. Artichaut de Jérusalem. Confus, faux. Il ne venait pas de Jérusalem et ce n'était pas un artichaut. Le mot italien girasole, signifiant tournesol, avait été corrompu par les langues anglaises. Elle l'a renommé sonoké et a déposé la marque en 1980. Elle l'a emballé dans des sacs d'environ 450 grammes avec des recettes. Les ventes ont bondi de 600%. Les chefs l'ont découvert. Noisettes, doux, croquant cru et crémeux cuit. Des restaurants haut de gamme de San Francisco servaient de la soupe de topinambour, des accompagnements rôtis et des purées. Mais quelque chose de plus grand se passait. Dans les années 1980, la crise agricole a frappé et les agriculteurs du Midwest s'effondraient. Une expérience a commencé. Cultiver des topinambours pour l'alimentation, le fourrage, le carburant et l'indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Rendement élevé, vivace, éthanol issu de la fermentation de l'inuline. Parfait. Il a échoué économiquement. Pas de marché, pas d'infrastructure de transformation. Les agriculteurs ont perdu de l'argent, mais l'idée a survécu. Une culture pour l'autosuffisance des communautés qui refusent le contrôle des entreprises. En France, des décennies après la guerre, les chefs ont redécouvert le topinambour. Les légumes oubliés, plus des symboles de souffrance, un héritage. Dans les années 2000, les topinambours sont apparus sur les marchés de producteurs d'Amérique du Nord et d'Europe. La permaculture les a appelés le Saint Graal. Une seule plantation pour des récoltes éternelles. Aujourd'hui, les scientifiques les étudient pour les terres marginales. Là où le changement climatique tue le blé et le maïs, le topinambour attend, né du chaos, conçu pour les extrêmes, la résilience. Alors pourquoi ne le voyons-nous pas partout ? L'agriculture industrielle exige l'uniformité. Des cultures qui mûrissent à temps, récoltées à la machine, expédiées sans contusion, stockées pendant des mois, parfaites sous les lumières fluorescentes. Les topinambours refusent. Ils mûrissent à des moments différents. Se gâtent rapidement, les arracheuses de pommes de terre perdent la moitié des tubercules. Trop petits, trop attachés aux racines. Une récolte efficace nécessite un équipement spécialisé ou un travail manuel. Ni l'un ni l'autre n'est rentable ni profitable. Et le problème de l'inuline, ce qui les rend nutritionnellement supérieurs, provoque aussi des gaz. Les bactéries intestinales ont besoin de temps pour s'adapter. Mais l'alimentation moderne ne tolère pas les périodes d'adaptation. Elle exige une satisfaction instantanée. Le surnom « flatulent » s'est répandu. Une blague. Même Julia Child a écrit en demandant « Pouvez-vous résoudre le problème de flatulence ?» Oui, faites-les cuire plus longtemps. La chaleur convertit l'inuline en fructose, ou mangez-en de petites quantités. Laissez votre corps s'adapter, mais cela demande de la patience. L'alimentation industrielle n'en a pas. Alors les topinambours restent une niche. Marché de producteurs, culture de spécialité et jardins familiaux où ils se répandent de manière incontrôlable. Cette propagation incontrôlable est le point essentiel. Vous ne pouvez pas tuer les topinambours sans poison. Tout fragment germe. En Europe, ils sont appelés invasifs lorsqu'ils s'échappent. Invasif, le mot que nous utilisons pour les choses qui réussissent sans permission, les choses qui n'ont pas besoin de nous, les choses qui nous rappellent que le contrôle est une illusion. Le topinambour enseigne ce que les empires veulent enterrer. L'abondance ne nécessite pas de contrôle. Les vivaces reviennent sans permission. Ils n'ont pas besoin d'achat de semences, d'intrants chimiques, d'approbation des entreprises. Ils s'adaptent, persistent, perdurent. Mais les cultures qui persistent sans profit sont dangereuses. Le topinambour surpasse les pommes de terre en rendement, répare les sols morts, nourrit les communautés sans intermédiaire. Il ne peut être breveté, ne peut être possédé, ne peut générer de revenus perpétuels. Alors, il est qualifié de primitif, difficile, inadapté. Le schéma se répète. L'amarante a été interdite par les conquistadors parce qu'elle était trop sacrée. Les haricots tépari ont été effacés par des machines qui ne pouvaient pas gérer leur liberté. Le mesquite a été défriché pour le bétail qui a détruit ce que l'arbre protégeait.
Les fèves ont été remplacées par des pilules qui coûtent 500 $ pour ce qui pousse gratuitement dans les jardins. Les cultures indigènes qui permettent la souveraineté sont systématiquement effacées. Non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles réussissent s'enchaînent. Le topinambour a survécu en étant impossible à tuer. Mais la plupart des gens vivants, aujourd'hui, n'en ont jamais goûté un. Ils ne l'ont jamais vu pousser. Ils n'ont jamais appris que planter 3 tubercules en automne en produit 30 au printemps. Cette connaissance attend sous terre. Le changement climatique arrive. Sécheresse, inondations, chaleur. Les cultures nourrissant 8 milliards de personnes ont été sélectionnées pour la stabilité. Cette stabilité prend fin. Le topinambour est né dans le chaos. Il stocke l'énergie là où la sécheresse ne peut pas atteindre. Il survit au froid qui tue les pommes de terre. Il produit plus de maïs en utilisant un tiers de l'eau. Quand les systèmes industriels échoueront, le topinambour sera prêt. Il est prêt depuis 4 siècles. Des familles françaises ont survécu à l'occupation en mangeant du topinambour qu'elles détestaient. Des mères néerlandaises ont creusé la terre gelée à la recherche de tubercules pour nourrir des enfants affamés. Les Amérindiens l'appelaient Kaishuk Panak, racine du soleil, un cadeau du sacrifice de la femme de la terre. Les noms changent, la mémoire s'estompe, elle refait surface. Mais la plante n'est jamais partie, vivace sous terre, attendant des mains désireuses de creuser. Nous n'avons pas perdu le topinambour, nous l'avons juste oublié. Mais oublier n'est pas définitif. La connaissance vit dans le sol, dans chaque parcelle sauvage, dans chaque tubercule échappé, chez chaque jardinier qui en plante 3 et en récolte 30. Cette culture enseigne par la persistance, par le refus de mourir. L'abondance a toujours été là, poussant dans la terre, gratuitement. Si ce coffre vous a révélé quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque j'aime et chaque partage préserve ce qu'ils ont tenté d'effacer. Le prochain coffre s'ouvre bientôt.